Nigeria, 7 enfants ont été kidnappés dans un orphelinat près de la capitale Abuja. Les ravisseurs sont une bande de criminels. Ils réclament une rançon pour libérer leurs otages. Au Mali, les élèves ont repris le chemin de l'école. La rentrée scolaire est effective dans le pays ce lundi. La reprise des cours intervient après un report de l'année scolaire à cause notamment de la Covid-19. Les États-Unis d'Amérique, à travers leur ambassade en Russie, auraient joué un rôle dans la mobilisation du week-end dernier contre le Kremlin. Moscou a fait savoir son indignation ce lundi. Bonjour à chacun, bonjour à tous. C'est là les grands titres développés au cours de cette édition au Nigeria. 7 enfants ont été kidnappés dans un orphelinat près de la capitale Abuja. Les ravisseurs sont une bande de criminels qui réclament une rançon pour libérer leurs otages. Reportage. 11 personnes au total avaient d'abord été enlevées, a expliqué la directrice de l'orphelinat. Mais un adulte et 2 enfants ont été finalement relâchés par les criminels et ramenés à l'orphelinat parce que l'un des enfants pleurait et qu'un autre ne pouvait pas se déplacer par lui-même. Ils ont été kidnappés samedi entre 1h et 2h du matin par un groupe d'environ 25 hommes. Les criminels ont demandé une rançon de 10 millions de naira, soit environ 26 000 $, pour la libération des otages qui ont entre 9 et 14 ans. Une porte-parole de la police a confirmé l'incident et a déclaré qu'elle avait lancé une opération pour assurer la libération des enfants sains et saufs. Les enlèvements contre rançon sont très fréquents au Nigeria, en particulier dans le sud du pays riche en pétrole et dans le nord-ouest où des centaines de personnes de diverses catégories sociales ont été kidnappées ces dernières années. Les victimes sont généralement libérées quelques jours ou semaines après l'enlèvement, bien que la police confirme rarement le paiement d'argent aux ravisseurs. Une société de conseil nigériane en géopolitique estime que plus de 18 millions de dollars ont été payés en rançon depuis 2011 dans un rapport publié l'année dernière. Bobi Wine, l'opposant principal du pouvoir ougandais, pourrait peut-être sortir librement de chez lui. La justice ougandaise a ordonné ce lundi que les forces armées lèvent le camp de son domicile. Après avoir voté le 14 janvier dernier, Bobi Wine a déclaré ne plus pouvoir sortir de chez lui en raison d'une forte présence militaire autour de sa résidence. Si l'armée avait nié être rentrée chez l'opposant, sa présence est quand même visible dans ses alentours. Tous les appels demandant la cessation de cet état de siège n'ont jusqu'ici pas eu d'effet. L'ambassadrice des USA en Ouganda voulant rendre visite à Bobi Wine a même été interdite d'accès par les forces de l'ordre. Cette décision de la justice ougandaise sera peut-être la bonne pour que Bobi Wine puisse aller et venir librement. La restriction de déplacement continue et indéfinie du pétitionnaire dans sa maison est illégale et son droit à la liberté a été entravé, a déclaré lundi le juge Michael Elubu de la division civile de la Haute Cour de justice ougandaise, un tribunal de Kampala. Ces restrictions étant considérées comme illégales, nous ordonnons qu'elles soient levées, a-t-il ajouté. Candidat malheureux à la présidentielle qui a marqué la victoire pour un 6e mandat du président sortant Yoweri Museveni, Bobi Wine est de fait bloqué dans sa résidence de la périphérie de Kampala, la capitale. Des soldats et des policiers lourdement armés entourent la maison et empêchent ses habitants, dont l'épouse de Wine, d'en sortir. De son vrai nom, Robert Kyangulanyi, cet ancien chanteur de raga devenu homme politique, est désormais considéré comme le leader de l'opposition. Le gouvernement ougandais a justifié cette assignation à résidence par la nécessité d'assurer la protection de Bobi Wine et d'éviter les manifestations de l'opposition. Le candidat ayant qualifié l'élection de massacre et rejeté ses résultats. La Côte d'Ivoire honore la mémoire des 4 casques bleus tués au Mali. Le pays a rendu hommage ce lundi à ses soldats, les premiers Ivoiriens morts en opération extérieure. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Alassane Ouattara. Reportage. Les 4 soldats ivoiriens ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale le 13 janvier entre Douanza et Tombouctou, dans le nord du Mali, où ils étaient en patrouille. Ils étaient intégrés à la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali,
au sein de laquelle 816 Ivoiriens sont déployés selon les chiffres onusiens. Il n'y a pas meilleure mort que celle qui est la vôtre, mourir au combat, mourir au champ d'honneur, mourir arme à la main, a lancé le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées lors de la cérémonie à Abidjan. Vous êtes nos premiers morts en combat, en opération extérieure, a-t-il souligné. Les 4 soldats ont été faits chevaliers de l'ordre national. Vendredi, le Premier ministre avait remis une enveloppe de 15 millions de francs CFA, environ 23 000 euros, à chacune des 4 familles de victimes. Peu de pays de la sous-région remettent aux familles de soldats tués au combat une enveloppe financière. La mission de l'ONU au Mali, présente dans le pays depuis 2013, est forte de 15 000 hommes et femmes, dont environ 12 000 militaires, très majoritairement africains. Le Mozambique, notamment le centre du pays, est sans dessous après le passage du cyclone Héloïse. Un coup dur pour les populations, la plupart devenues sans abri. Des milliers de personnes étaient lundi sans foyer dans le centre du Mozambique après le passage du cyclone Héloïse, dans une région déjà dévastée il y a 2 ans par un autre cyclone, selon les équipes de secours et des organisations humanitaires. 6 personnes ont été tuées, dont un enfant de moins de 2 ans, selon les autorités locales et les équipes de secours. Près de 7 000 personnes ont été déplacées et plus de 5 000 maisons ont été détruites, endommagées ou inondées, a déclaré le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, citant dans un communiqué des chiffres du gouvernement mozambicain. Le bilan pourrait augmenter dans les jours à venir, selon l'organisation. Ce pays d'Afrique australe a toutefois été moins violemment frappé par les intempéries qu'en 2019, mais les inondations touchent durement les bidonvilles de la ville portuaire de Beira. Des centaines de personnes se sont réfugiées dans une école et ont besoin en urgence de nourriture et de médicaments, a indiqué à l'AFP le porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour le Mozambique. L'UNICEF estime à 176 000 le nombre de personnes gravement touchées par Héloïse, dont une moitié d'enfants. Les équipes de secours étaient encore sur le terrain lundi matin pour aider les populations. Le cyclone a touché terre dans la nuit de vendredi à samedi dans la zone côtière du centre du Mozambique, à environ 60 km de Beira, provoquant des rafales de vent allant jusqu'à 150 km/h et des pluies torrentielles. Environ 142 000 hectares de terres agricoles ont été détruits par le cyclone, selon l'UNICEF, ainsi que 26 centres de santé et 76 salles de classe. Au Mali, les élèves ont repris le chemin de l'école. La rentrée scolaire est effective dans le pays ce lundi. La reprise des cours intervient après un report de l'année scolaire à cause notamment de la crise sanitaire liée au coronavirus. Écoutons ces acteurs rencontrés dans les écoles juste à l'heure de la reprise. La rentrée a été effective chez moi. Les enfants sont venus, tous les anciens sont présents. Il n'y a pas d'absent. On a beaucoup parlé du coronavirus. On est en train de leur faire comprendre les dangers et les mesures barrières surtout. Depuis hier, avant-hier, on est sur pied pour la distribution des masques parce que l'État nous a envoyé une grande quantité de masques pour chaque enfant. Je dis bien pour chaque enfant, ce n'est pas seulement les écoles publiques, mais même les écoles privées en ont reçu. On sait très bien que la gestion des distanciations, ce n'est pas du tout facile. Parce qu'ici, chez nous, on a une seule école publique. Vous-même, vous voyez, il y a tellement des élèves. Maintenant, on a les difficultés des classes. Actuellement, on a besoin des salles de classe. Quand même, on a l'espace. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à harmoniser le prix de tests PCR pour détecter le Covid-19 à $50. Le principal objectif est de faciliter les déplacements dans la région. Le président de la commission de la CEDEAO a annoncé ce samedi qu'il fallait, face à des prix des tests PCR différents d'un pays à l'autre, une harmonisation pour donner aux voyageurs une meilleure visibilité. Certains pays, comme le Ghana et le Nigeria, font payer jusqu'à $150 le test, ce qui peut inciter les voyageurs devant effectuer des tests au départ et à l'arrivée à limiter les déplacements. Selon l'Ivoirien Jean-Claude Brou, il faudra donc désormais payer l'équivalent de $50 américains dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Il a par ailleurs indiqué qu'un fonds vaccin Covid sera mis en place pour financer les campagnes de vaccination dans la sous-région, sans toutefois donner de calendrier. Il devrait être alimenté
par les pays membres et leurs partenaires traditionnels. L'objectif est de faire des achats de vaccins groupés, ce qui permettrait de négocier des prix compétitifs et multiplierait les chances de disponibilité des vaccins. Les premiers n'arriveront dans un pays membre de la CEDEAO que le mois prochain au plus tôt, avec seulement 100 000 doses attendues au Nigeria. Les États-Unis d'Amérique, à travers leur ambassade en Russie, auraient joué un rôle dans la mobilisation du week-end dernier contre le Kremlin. Moscou a fait savoir son indignation ce lundi. C'est un vice-ministre des Affaires étrangères russe qui a fait part de la protestation du Kremlin contre les USA. À cet effet, il s'est entretenu avec l'ambassadeur américain à Moscou. L'ambassade aurait joué un rôle dans la mobilisation des manifestants du week-end dernier. Non seulement l'ambassade aussi, les géants de l'Internet américain sont accusés d'ingérence. Si Navalny, depuis sa prison, a pu faire mobiliser des milliers de Russes contre le pouvoir en place, c'est aussi grâce à des réseaux sociaux. L'effet du document accusant Poutine de corruption posté sur YouTube était aussi considérable. 85 millions de vues sur YouTube en moins d'une semaine. Le Kremlin, qui qualifie d'ordinaire Navalny de blogueur n'intéressant personne, a même dû s'en expliquer dimanche soir à la télévision. Déjà, la machine judiciaire russe est en marche après les événements du samedi dernier. Plus de 3500 interpellations ont eu lieu lors de manifestations samedi, un record selon l'ONG spécialisée Ovidie Info. De Vladivostok à Saint-Pétersbourg, en passant par l'Oural et Moscou, des enquêtes criminelles ont été lancées pour violence contre des policiers, troubles à l'ordre public ou dégradation, autant de délits et de crimes passibles de prison. La pluie de boules de neige ayant visé les forces anti-émeutes moscovites pourrait coûter cher à leurs auteurs si le geste est qualifié d'agression. Alexei Navalny risque quant à lui, dès le 2 février, plusieurs années de prison, accusé d'avoir violé un contrôle judiciaire en se faisant soigner à l'étranger après son probable empoisonnement. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.